avec l'Europe. Moi, je vois une Amérique qui prend ses distances et ils vont prendre leurs distances avec l'Europe. L'Europe qui va pas pouvoir se débrouiller elle toute seule, donc elle va plonger économiquement, hein. Moi, je regardais, si vous voulez, je regardais les chiffres de la part des États-Unis et de l'Europe dans le PIB mondial depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis, à eux tout seuls, c'était la moitié du PIB mondial. La moitié. Hmm. 45 ans après, au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, la part des États-Unis avait déjà baissé parce que il y avait d'abord l'Europe s'était reconstituée, il y avait eu Japon, les Trente Glorieuses, le Japon, etc. Donc la part des États-Unis était tombée de 50%, c'est-à-dire de l'ultra-dominance, à 22%. C'est énorme, 50% à 22%. Et aujourd'hui, les États-Unis, c'est 15%. hmm. Aujourd'hui, en Et 2024, c'est pourtant, 15%, et- et la tendance lourde, hmm. c'est encore à la baisse. Et- C'est-à-dire et- que hmm. les États-Unis rentrent dans le rang des grands pays, mais des grands pays, j'allais dire, normaux, quoi. C'est pas une super, ça n'est plus une Bien superpuissance. puissant. Et pourtant, le dollar est encore roi. Oui, mais pas pour si longtemps que ça, pas Voilà. forcément, Hmm. pas forcément. Et c'est en cours, là aussi, au point que Trump s'en émeut, hein. Trump n'aurait pas dit le premier qui abandonne le dollar, je lui mets des taxes sur ses importations, etc., etc. Il n'aurait pas eu ce discours, et d'ailleurs, il a eu un discours très clair en disant que si le dollar perdait sa place de monnaie de réserve mondiale, ça serait une défaite majeure pour les États-Unis. Donc il a bien conscience que le processus est en cours. Alors ces processus-là ne sont pas des processus qui se font en deux temps, Hmm. trois mouvements, ce sont des processus longs. Mais on a vu quand même que, on passe de 50% du PIB mondial, à eux tout seuls, les États-Unis, à 15% aujourd'hui. Et quand on regarde, alors je parle en parité Oui, pour les oui. États-Unis, de toute manière, c'est en parité de pouvoir d'achat parce que c'est C'est la du même dollar. monnaie, Hmm. les deux, c'est le dollar. Mais par contre, pour l'Europe, on a vu une Europe qui était encore puissante, qui avait dépassé les États-Unis en cumulé au moment au moment des Trente Glorieuses. Après les Trente Glorieuses, l'Europe s'était rétablie et avait dépassé les États-Unis. Et aujourd'hui, l'Europe est repassée derrière les États-Unis, c'est-à-dire que Europe plus États-Unis égale, en parité de pouvoir d'achat, égale 30% du PIB mondial. Alors que les BRICS, seulement les 10, sans parler des partenaires, hein, dont on va connaître la liste dans les prochains jours, partenaires officiels. Mais on a une liste de 13 pays partenaires potentiels, mais on va voir exactement quelle sera la véritable liste qui va être communiquée par Poutine avant la fin de l'année, c'est-à-dire avant la fin de sa présidence. Il a dit qu'il attendrait la fin de l'année, donc on y arrive, hein, et on va avoir la liste précise de tous les pays qui sont déclarés membres partenaires. Eh bien, les pays BRICS plus les pays partenaires, aujourd'hui, c'est 46% du PIB PPA mondial. 46%. L'OTAN, enfin les pays de l'OTAN, hein, ou les pays occidentaux, 30%. le G7, c'est moins de 30%. Aujourd'hui, c'est moins de 30%. Eux, c'est 46%. Voilà, c'est tout. Ça veut dire que la bascule a eu lieu. La bascule, elle a lieu. Alors bon, sur le plan financier, etc., il y a encore des... On ne change pas de système comme ça du jour au lendemain. Ça va prendre du temps, mais c'est en cours. C'est en cours, hein. Les monnaies nationales sont utilisées. C'est autant de moins pour le dollar. Et moins on se sert du dollar, et moins le dollar reste puissant. Et Et le si le dollar, dollar... et en Ouais. plus, le dollar tirait quand même pour beaucoup. Alors, ok, sa légitimité sur une puissance économique passée et aussi sur une puissance militaire, mais qui est de toute façon de plus en plus contestée. Donc, on voit bien que, je ne veux pas dire que le dollar c'est devenu une monnaie de singe, mais en tout cas, elle a fortement perdu de son crédit et donc de la confiance vis-à-vis Et des là gens qui aussi, en bon, détiennent. là aussi, quand on parle, bon, moi j'entends souvent dire, regardez, le budget de la défense US, c'est 1000 milliards avec le Hmm. nucléaire, etc., de dépenses de défense
En fait, c'est 853 plus une centaine de milliards de fonds spéciaux, etc., mais qui retournent à la défense. C'est à peu près 1000 milliards de dollars. Et on dit, regardez, c'est l'équivalent des 9 pays qui suivent. Donc, c'est une super puissance militaire. Non, non. Le calcul n'est pas bon, là encore, hein. On a affaire à des littéraires, hein, qui prennent leur désir pour des réalités. La réalité, c'est que un budget de défense ne se mesure pas en dollars nominal, il se mesure en dollars parité de pouvoir d'achat. Et la parité de pouvoir d'achat, ça change tout. Par exemple, aujourd'hui, à l'heure où on parle, le budget de la Russie, comparé au budget américain, en dollars nominal, le dollar américain, 1000 milliards de dollars, le budget de la Russie, 150 aujourd'hui. 150 milliards de dollars pour l'année 2024. Bon. Mais le dollar en Russie n'a pas la même parité de pouvoir d'achat que le dollar aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il faut multiplier, pour avoir en dollars PPA, parité de pouvoir d'achat, il faut multiplier les 150 milliards par 4. C'est-à-dire que le budget de la Russie n'est plus tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'avec 150 milliards de dollars, ils peuvent se procurer la même chose qu'aux États-Unis avec 600 milliards de dollars. Donc C'est ça veut ça. dire que Ouais, le tout à fait. budget, Ça faut tenir compte des ça niveaux de change vie. tout. Mm. Ça Mm. change tout. Et pareil pour la Chine et pareil pour l'Inde, hein. Donc, en fait, le cumul des budgets de défense des pays BRICS est bien supérieur aujourd'hui en parité de pouvoir d'achat, et il est supérieur au budget de l'OTAN. Le budget de l'OTAN, c'est Alors, 1000 milliards de dollars, hein, le budget de ça tombe bien que l'OTAN. vous parliez de cette histoire de budget, parce qu'en début d'année, on s'était déjà vu pour parler notamment de la loi de programmation militaire. Alors, et nous, dans tout ça, on les aura, les Oui, ben, milliards ou pas? vous avez raison, ouais. Comme on n'est pas foutu de faire une loi de finances, de toute manière, la, Ça va la- la- venir, la ça va venir. première, la première variable d'ajustement dans toute l'histoire, dans toute l'histoire de ma vie, hein, c'est-à-dire plus de plus de 7 décennies, on va dire, euh, la- 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 l'histoire des budgets de défense a toujours été la même, hein. C'est-à-dire qu'aucune loi de programmation militaire n'a été respectée, aucune, aucune. Une loi de programmation militaire, c'est un jeu de dupes. Alors, comment on s'y prend? On dit aux militaires, ne vous inquiétez pas, on va vous garantir des crédits sur une durée de 6 ans, on va vous mettre 100 milliards, par exemple. Mais on mettra pas 5 fois 20 Mm. hein, on mettra la première année, on mettra 10, puis 15, puis 15 encore, et puis à la fin, on mettra le paquet. C'est la Dans montée les en 3 dernières puissance. années, on mettra le paquet. Donc, on met dans la première moitié, on met un tiers. Dans la première moitié, on met un tiers des budgets et les 2 tiers dans la deuxième moitié. Le problème, c'est que euh, entre l'année 1 et l'année dans les 3 premières années, il y a généralement un changement de gouvernement. Et dès qu'il y a Pas de changement de chance. gouvernement, on abandonne la loi de programmation en cours, c'est-à-dire les gros budgets qui devaient arriver derrière, on les aura jamais, et on refait une loi de programmation militaire qui redémarre de la même manière par des petits budgets, etc. Donc, la loi de programmation militaire telle qu'elle a été votée il y a un an ou un an et demi déjà, elle ne sera jamais respectée, jamais, jamais. En outre, euh, ces lois de programmation militaire prévoient des budgets annuels qui ne sont pas eux-mêmes respectés. C'est-à-dire qu'un budget annuel qui est un engagement de dépenses pour l'année Mm. suivante, il n'est pas respecté non plus. Pourquoi? Ben parce que le gouvernement s'aperçoit en fin d'année qu'il manque un peu d'argent pour boucler les fins de mois et que bon, le seul budget qui est taillable et corvéable à merci, c'est le budget de la défense. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prélève sur le budget de la défense et donc on retarde les programmes d'armement. Au lieu d'avoir 30 chars cette année-là, on n'en aura que 20.
et les 10 autres, ça sera reporté, on reporte, on reporte, on reporte, et de report en report, finalement, bon, rien n'est respecté. Rien n'est respecté, hein. On a une espèce de show, hein, pour nous dire, pour dire aux Français, regardez, on s'occupe de la défense. Compte On va tenu s'en de, bon, occuper. de votre expérience, de votre expertise et du monde actuel, de tout ce qui se passe aujourd'hui, des menaces, comme on dit, pour vous, l'armée française idéale, si vous deviez la bâtir, elle ressemblerait à quoi? On nous Alors là, dit, par exemple, que l'armée française, elle tient dans le Stade de France, oui, oui, non, on a non, entendu mais ça depuis deux non, ans, non, on n'est pas le capable de problème, tenir un combat. le Comment? problème d'une armée, moi j'ai été un peu confronté à ça, c'est que il y a deux choses, hein. Il y a soit on demande aux militaires ce qu'ils veulent, et à ce moment-là, les budgets explosent et on n'en finit pas. Hmm. Soit on fait l'armée avec les moyens dont on dispose. Mais à ce moment-là, il faut une armée beaucoup plus réduite et on s'aperçoit que la France n'est plus une grande puissance, quoi. Et il faut savoir le dire, c'est tout, hein. Le constater et le dire. Parce que quand on n'a plus l'argent pour mettre dans sa défense, il y a beaucoup de choses qui en découlent, hein. Le, la diplomatie en découle, hein. Si vous n'avez pas d'armée, que vous ne pouvez pas aider tel ou tel pays qui vous appelle à l'aide, etc., bon, vous n'êtes plus une grande puissance, hein. Vous êtes une puissance moyenne, voire très moyenne. Et ce que la France ne veut pas reconnaître, elle continue à faire cocorico, alors qu'elle n'a plus les moyens financiers de se financer. On est témoin. C'est simple, hein. En 95, je donnais des conférences à Leavenworth auprès des officiers de l'enseignement militaire supérieur américain. Et je leur disais, regardez, la France, c'est pas rien, c'est le deuxième budget de défense du monde à l'époque. En 95, la France était le deuxième budget de défense du monde. Pourquoi? Ben parce que la Chine n'existait pas encore, hein. Enfin, je veux dire, elle était encore, je ne veux pas dire au Moyen Âge, mais que la Russie, elle s'était effondrée en 90 et qu'en 95, elle avait le PIB de la Hollande, hein. Donc, elle n'avait plus de budget de défense, que le Japon était tenu euh, par des règles constitutionnelles qui lui interdisaient d'avoir plus de 1% nous, on était à l'époque à 3 ou 4% du budget de la France, hein. Donc, et l'Allemagne, pareil, elle avait aussi des problèmes de constitution, et elle n'était pas encore à notre niveau, quoi, hein, en termes de budget. Donc, on avait le deuxième budget de défense du monde en 95, hein. Moi, je le sais, je le disais. Mais Mais, aujourd'hui, on n'est plus dans les 10 premiers. On n'est mais, plus dans les 10 premiers. Ça mais veut bon, dire qu'on n'est plus. une armée, bon, on va dire, elle est taillée par rapport à son territoire. Mais il y a quand même un espace dont on ne parle jamais et qui pourrait faire l'objet justement d'une montée en puissance. Là, en l'occurrence, ce serait la marine, c'est l'espace maritime. On a un espace maritime à défendre et on ne le défend pas. Est-ce que Bon, oui, là, bon. il n'y a pas matière à faire quelque chose? Ça créerait d'emplois, Oui, ça mais on devrait, réindustrialiserait. mais on devrait, bien sûr, hein, on devrait avoir un peu comme le Chili. Le Chili, la première des armées, des trois armées, terre, air, mer, c'est la marine, hein. La marine chilienne, elle a ses troupes de marine, parce qu'elle a une côte gigantesque à défendre, et la marine a beaucoup plus d'effectifs, beaucoup plus de moyens que l'armée de terre, hein. Alors que chez nous, bon, c'est l'armée de terre sur le plan humain, en tout cas, des effectifs et autres, c'est l'armée de terre qui prédomine chez nous. Mais voilà quoi. Donc effectivement, on devrait avoir une marine, etc., digne de ce nom. Mais le problème, on en est toujours là, hein, c'est les finances. Qui finance notre armée, hein? Et les Français aujourd'hui, ils ont été plutôt éduqués dans le social, hein. Ils veulent du pouvoir d'achat, ils veulent le machin. Bon, l'armée, ça les intéresse pas, hein. Et donc, faire des budgets colossaux, bon, c'est bon de faire des engagements comme les lois de programmation militaire, mais qui ne riment à rien, hein. Aujourd'hui, la France, et je dois le dire, hein, dépense plus dans les intérêts de sa dette que pour son budget de Hum, défense. hum. C'est-à-dire qu'on paye plus d'intérêts pour notre dette qu'on ne paye pour le budget global de la défense.
Et bientôt, ça va même être l'éducation nationale, hein. Oui, c'est ça. Ouais. Bah Donc, oui, on faut va faire remonter les taux, dépasser, hein. Mm. le premier budget de l'État va devenir les intérêts de la dette. Donc, quand on en est là et quand on gère un pays comme ça, bon, on peut pas être à la fois. On est une puissance déclinante, il faut le reconnaître. Bon, il y a un moment ou un autre où il faut arrêter de Mm. Euh, péter plus haut que son cul, quoi. Ouais, en- non, bah, c'est une en- expression triviale, mais bon, et aujourd'hui, la France, elle continue à pérorer, à se croire une grande puissance, mais tout le monde rigole hein, quand on entend Macron s'exprimer à droite ou à gauche. Le monde entier rigole, parce que le monde en entier. mot de la fin, justement, sur cette partie économique, est-ce que tout compte fait, on ne souffre pas, mais c'est pas d'aujourd'hui, de cette absence de vision de long terme? C'est souvent relayé, on n'a pas de vision de long terme, on a une vision qui serait calée sur le calendrier électoral C'est ça. et on souffre de ça. Ouais, vous avez raison, hein. C'est chez nous l'échéance électorale prochaine, c'est la seule chose qui intéresse nos politiques. Et la vue à long terme qu'il y avait encore du temps du général de Gaulle, hein. Le général de Gaulle était un homme, même Pompidou, même à la limite Giscard encore avait une vue à long terme. Même Mitterrand avait une sorte de vue à long terme, mais c'est fini, hein. Aujourd'hui, les présidents. Les jeunes présidents, là, les jeunes loups, young leaders, comme ils se disent eux-mêmes, hein, bon, ils ont de leaders que le nom, hein, parce qu'être un leader, ça nécessite deux choses, hein, c'est ce que vous avez dit, la vision à long terme, mais ça nécessite aussi de savoir s'entourer de compétences. Euh, un président de la République qui n'est pas foutu de s'entourer de gens compétents à tous les postes, au lieu de faire des magouilles politiques pour avoir la majorité à l'Assemblée de ceci, de cela, s'il avait seulement la qualité de savoir s'entourer de gens compétents, on ne lui demande pas d'être compétent à lui, quoi. S'il ne l'est pas, tant pis, mais au moins qu'il sache s'entourer de compétences. Et là, aujourd'hui, on manque à la fois de vision à long terme et on manque de gens compétents dans les postes qu'ils occupent. Ouais. Bon. Bah écoutez, merci, ce sera le mot de la fin pour cette partie. Alors qui, du coup, on a fait crise géopolitique, crise économique. Merci. Et puis, donc, on va reprendre sur une troisième vidéo. Merci.